Le professeur Bilal Bouchouer se présente pour devenir le prochain gouverneur de Californie. Je lui ai parlé de sa politique radicale, de l'héritage de Malcolm X et de pourquoi il pense que les libéraux peuvent être aussi fascistes que les conservateurs. Beaucoup peuvent ne pas être d'accord avec son radicalisme, mais ses opinions sont tout de même aussi importantes que celles des autres et méritent d'être entendues. Qu'est-ce que la suprématie blanche? Il pendait des gens aux arbres. Il tirait sur des militants blancs pour le droit de vote. Je devrais parler de l'Amérique de Trump. L'État de l'Amérique de Trump. Ses flirts avec le mari joint. Le libéral blanc est à remarque. Il montre les dents. Tu crois qu'il te sourit, mais en réalité, t'es au menu. Un ennemi déclaré est moins dangereux pour toi qu'un ennemi caché. L'État d'Israël a été créé pour le salut des intérêts occidentaux. La vérité, c'est qu'ils ont créé ce monstre. Ils ne peuvent pas nous défendre contre lui. C'est une population juive blanche, soutenue par des impérialistes blancs pour chasser les Arabes bruns de leur terre. C'est une sorte de folie. Malcolm dit, nous ne sommes pas moins nombreux, nous sommes moins organisés. Tu les mets en premier et ils te mettent en dernier. Et ça fait toi un pigeon. On ramasse les miettes que la classe des milliardaires nous laisse. Professeur Bilal Bouchouer, assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue aux musulmans pensants. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est vraiment bon d'être de retour. Surtout que nous sommes ici à Santa Barbara. J'ai eu la chance de vous accueillir chez moi. Alors, Alhamdulillah. C'est Jazakallah Khair et je pense que c'est un bel endroit, mashallah. C'est vraiment un état magnifique et Santa Barbara est splendide. C'est un endroit magnifique. J'ai la chance d'enseigner à l'UC Santa Barbara. Et pour ceux qui ne sont jamais venus ici, l'océan est toujours d'une main et les montagnes de l'autre. Il vous reste ce souvenir que nous avons été créés hors de l'eau et qu'ensuite la montagne sera aplanie. Donc j'ai l'impression d'être entre le jour d'Alastuba Raboukoum et Yom Kiyama. Et ce mince et magnifique intervalle de temps dans une terre entre les deux. Merci beaucoup de m'avoir invité. Nous avons eu une conversation juste avant les élections générales et je pense que c'était une discussion vraiment intéressante. Nous avons exploré beaucoup de vos réflexions sur les États-Unis, la politique et j'aimerais approfondir cela aujourd'hui, ainsi que votre réflexion sur votre propre philosophie, comme vos propres idées sur ce qui sous-tend votre conception, votre compréhension de la justice. Oui, donc je veux vraiment me concentrer là-dessus aujourd'hui et parler en fait de l'Amérique de Trump et de l'État de l'Amérique de Trump. Oui, Mais peut-être que si on pouvait commencer par, je crois, une question que je vous ai posée la dernière fois, c'était peut-être la première question, à l'époque où nous avons parlé de Malcolm X. ouais. Je veux dire, j'ai récemment relu l'autobiographie de Malcolm X parce que je pense que c'est un livre phénoménal. Et je ressens ça. Je veux dire, je l'ai lu à l'origine quand j'étais adolescent et je pense que j'en ai tiré beaucoup plus peut-être. En tant que personne qui a, disons, évolué dans la vie, je pense que t'es quelqu'un avec qui il faut parler de Malcolm X. T'es devenu musulman à l'âge de 15 ans après avoir lu le livre de Malcolm X. Dis-moi simplement, que représente Malcolm X Khosrow? Quelles leçons devrions-nous vraiment tirer de Malcolm X? Pour moi, personnellement, Malcolm, c'est comme à distance mon mentor, tu vois. Un modèle, un enseignant, un guide. Je veux dire, tu y as fait allusion. Donc, quand j'avais 15 ans, j'ai lu l'autobiographie de Malcolm X pour la première fois. Je l'ai relu de nombreuses fois depuis. Mais cette première lecture a changé ma vie. J'ai lu ce livre d'une traite en ligne, mais je n'ai pas pu le lâcher et je suis resté éveillé jusqu'à l'aube. Et je voulais ce que Malcolm avait à la fin de ce livre, parce que Malcolm était très clair sur tout ce que l'Amérique lui avait fait, mais aussi sur ce qu'il était devenu. Il était aussi honnête sur ce que ses propres mains avaient fait, tu vois. Il parlait donc du fait que son père avait été tué par des suprémacistes blancs, allongés sur une voie ferrée, et que sa mère avait sombré dans la folie, parce que les compagnies d'assurance refusaient de payer et que l'État n'apportait aucun soutien. Il est placé en famille d'accueil, finit par devenir, tu sais, un arnaqueur, un criminel, puis il voit la lumière et se transforme. Et ça m'a touché à un niveau vraiment profond, parce que j'avais connu intimement beaucoup de ces mêmes endroits sombres que Malcolm décrivait. Mon père était serrurier, il avait arrêté l'école en 6e, et il se débrouillait, tu sais, il vendait tout ce qu'il pouvait à côté pour joindre les deux bouts. Ma mère avait 15 ans, elle était enceinte de moi. Son conseiller d'orientation au lycée lui a dit d'avorter, parce qu'elle était enceinte d'un homme noir à Washington DC, en 1973, et on lui a dit qu'elle serait accro à l'héroïne et qu'elle se prostituerait avant même d'avoir 17 ans, si elle gardait le bébé. Moi. Laisse. Donc la suprématie blanche essaie littéralement de m'éliminer avant même que j'arrive ici.
Et pendant les 8 ou 9 premières années de ma vie, nous n'avons jamais vécu à la même adresse pendant une année civile entière. Entre les logements sociaux, les refuges pour femmes battues, les centres d'hébergement et parfois la camionnette de serrurier de mon père. Donc j'avais vu des situations vraiment dures, difficiles, certaines des mêmes que Malcolm a connues. Mais ensuite, la lumière de l'islam trouve Malcolm. Voilà. Et j'ai réalisé que, si cet islam a pu sortir Malcolm de là, alors il pourrait aussi me trouver. Donc littéralement, le lendemain, je suis allé emprunter une traduction anglaise du Coran à la bibliothèque de mon école publique. Je n'avais toujours pas dormi, je précise. J'ai lu ce livre d'une couverture à l'autre la nuit suivante. Et j'ai dit à ma mère, quand elle est rentrée du travail, j'ai dit « Maman, je suis musulman. Je veux que tu m'emmènes à la mosquée pour que je puisse faire ma char là-bas. » Et elle a dit « C'est d'accord, mon chéri, mais pas avant la fin de la semaine, parce que je dois travailler. » Et donc, l'autobiographie de Malcolm, tu sais, c'est ce qui m'a amené à l'islam. Mais c'est aussi ce qui m'a introduit dans la tradition de la libération noire, dans laquelle Malcolm a aussi été mon professeur, sur la façon de transmuer toute cette douleur et tous ces traumatismes issus de ce que le capitalisme, l'impérialisme et la suprématie blanche lui avaient fait subir et m'avaient fait subir aussi. Et au lieu de simplement, tu sais, souffrir dans tout ça et de laisser ça me transformer en quelqu'un que je ne voulais pas devenir, c'est devenu, tu vois, un moyen de transformer tout ça en résistance. Alors, chaque fois que j'essaye d'évaluer la situation politique, Malcolm redevient mon professeur. Je reviens donc toujours à Malcolm pour réfléchir à la façon dont il lirait ou dont il pourrait lire. Les circonstances contemporaines et ce que sa vie et son histoire nous apportent à l'heure actuelle. Je pense donc qu'une lecture de Malcolm peut apporter beaucoup à notre contexte politique actuel, c'est certain. Qu'aurait dit Malcolm X à propos de la politique électorale? C'est donc une idée reçue courante à propos de Malcolm. Malcolm se définissait lui-même en disant « Je suis un révolutionnaire musulman noir ». Mais en réalité, Malcolm s'intéressait profondément à l'utilisation des processus politiques électoraux à des fins d'organisation et pour le travail militant. En 1964, le bulletin ou la balle, Malcolm prononce ce discours au moins 2 fois. Nous avons des traces de lui prononçant un discours du même titre à 2 reprises. Et il y a des différences dans chacune, mais dans les deux, l'argument qu'il avance est en fait que nous allons obtenir notre libération. Que ce soit dans les urnes ou dans la rue. Et il dit essentiellement aux États-Unis d'Amérique, voulez-vous le faire de la manière facile ou voulez-vous le faire de la manière difficile? Et donc, il propose en réalité une stratégie politique électorale globale pour la communauté noire qui s'engage en faveur de la libération noire. Donc, Malcolm dit dans l'une de ses versions, « Nous allons frapper à chaque porte à Harlem et nous allons inscrire chaque visage noir derrière chaque porte. » Pas en tant que démocrate, pas en tant que républicain, mais en tant qu'indépendant. Donc Malcolm voyait déjà au-delà du duopole, au-delà de l'équipe bleue et de l'équipe rouge. Mais le bulletin ou la balle n'était pas seulement une menace envers l'Amérique blanche, disant qu'il fallait donner leur liberté aux Noirs. C'était aussi une menace envers la communauté noire qui refusait d'utiliser la politique électorale pour s'organiser. Parce que comme Malcolm l'a dit dans ce discours, encore une fois, il a dit « tout visage noir derrière cette porte qui n'assume pas la responsabilité de s'inscrire pour voter, nous aurons des mots durs pour eux, ou on pourrait même les chasser de la ville. » Donc le bulletin ou la balle n'était pas seulement une menace adressée à l'Amérique, mais c'était aussi un message à la communauté noire. Vous devez utiliser des stratégies politiques électorales pour renforcer le pouvoir communautaire en vue de la libération. Et je pense que c'est une idée reçue que beaucoup de gens, vous savez, que les révolutionnaires noirs n'utilisent pas la politique électorale, alors que beaucoup l'ont fait. Vous savez, les Black Panthers, qui étaient inspirés par Malcolm, vous savez, UEP. Newton s'est présenté aux élections du Congrès, non pas une, mais 2 fois. Bobby Seale, l'autre cofondateur du Black Panther Party, s'est présenté à la mairie d'Oakland en 1973. Kwame Ture, anciennement Stokely Carmichael, un autre grand penseur révolutionnaire noir, a déclaré « Voter tous les 4 ans est le comble de l'hypocrisie bourgeoise ». Il a dit « Mais je verserai mon sang pour le droit de vote et je l'ai fait, car je sais que c'est par le vote que j'organise mon peuple ». Il y voyait donc un outil parmi d'autres dans une panoplie révolutionnaire. Eh bien, c'est vraiment très intéressant. Autrement dit, pensez-vous que Malcolm X est aujourd'hui incompris, à la fois par ceux qui veulent le récupérer pour l'intégrer à une sorte de mouvement libéral, mais aussi par ceux qui ne saisissent pas vraiment les nuances de ce que vous venez de décrire? Vous savez, c'est un révolutionnaire, mais aussi quelqu'un qui était prêt à utiliser les processus électoraux pour atteindre ses objectifs. Oui, c'était un révolutionnaire.
Il était aussi, vous savez, en quelque sorte, il avait aussi grandi comme un garçon de la campagne. C'était un pragmatiste et il avait souvent tendance à analyser les choses à travers, disons, des expressions rurales très pratiques dans leur façon de comprendre le monde. Donc, par exemple, ceux qui essayent de récupérer Malcolm pour toute une série d'agendas libéraux. Malcolm disait qu'il y a beaucoup de Blancs qui essaient de résoudre les problèmes des Noirs, mais aucun d'eux ne se dit libéral. Et Malcolm a dit en 64, le libéral blanc est la chose la plus dangereuse en Occident, dans l'hémisphère occidental. Oui, ouais. N'est-ce pas? Donc Malcolm n'a jamais été algan. Il ne croyait pas à la politique libérale. Il ne croyait pas à la politique conservatrice. Malcolm disait des libéraux, le libéral blanc est un renard. Elle m'enfle les dents. Vous croyez qu'il vous sourit, mais vous êtes au menu. Le conservateur blanc est un eau. Quand elle monte les dents, c'est dans un grognement féroce qui ne laisse aucune illusion à l'homme noir quant à sa position. Alors, Malcolm, il voyait les démocrates et les républicains. Et c'est pour ça qu'il dit dans le bulletin ou la balle, je vais inscrire tout le monde, mais pas comme démocrate ou républicain. Il considérait ces deux partis comme deux sortes de partis capitalistes, suprémacistes blancs et impérialistes, qui ne différaient que dans leur manière de chasser, n'est-ce pas? L'un chasse par la ruse et la tromperie, s'approchant de toi pour pouvoir se rapprocher, en prétendant être ton ami, tandis que l'autre, c'est juste la force brute à l'état pur. Et selon Malcolm, celui qui chasse par la tromperie est le plus dangereux pour toi. Un ennemi ouvert est moins dangereux pour toi qu'un ennemi caché. Et donc, quand Malcolm a dit que le libéral blanc est la chose la plus dangereuse de l'hémisphère occidental, c'était en 64. Que faisaient les conservateurs blancs en 64? Ils pendaient des gens aux arbres. Ils tiraient sur des militants blancs pour le droit de côte. Ils lâchaient des chiens et utilisaient des lances-incendies contre les manifestants. Mais Malcolm était clair dans son analyse de ce qui était le plus dangereux. Et si tu regardes l'Amérique de Trump aujourd'hui, tu vois des gens réagir comme si le conservatisme de Trump, son fascisme, ses flirts avec le nazisme, sont le problème fondamental, et comme si, d'une manière ou d'une autre, les libéraux et les démocrates allaient être la solution à cela. C'est de ça qu'il s'agit dans ces rassemblements No Kings. Mais je ne crois pas que Malcolm aurait eu la moindre illusion sur le fait qu'en réalité, l'équipe bleue est tout aussi dangereuse pour toute perspective réelle de libération que l'équipe rouge, et que la façon dont nous nous organisons, et les musulmans devraient y prêter attention, la façon dont nous nous organisons se fait en dehors de cette structure duopolistique. Nous avons effectivement lancé un programme de suivi et de surveillance approfondie de l'eau, et ce, en raison de l'échec persistant et préoccupant des petites pluies saisonnières, ce qui a eu des conséquences significatives sur nos ressources hydriques. Ces trajets que vous voyez derrière moi, le camion, 2 fois par semaine, permet de soutenir ces moyens de subsistance et de maintenir les enfants à l'école. Sans l'intervention de Beytoul Mal et du gouvernement, nous n'aurions pas pu survivre jusqu'à aujourd'hui à cause de la grave pénurie d'eau. Ils nous ont apporté de l'eau. Aujourd'hui, nous allons aussi à Ujia West pour voir certains programmes qu'ils ont mis en place et voir comment nous pouvons les soutenir davantage. Nous avons également l'intention de créer un hôpital confessionnel, Inch'Allah, dans le comté d'Ujaya, qui va énormément soutenir cette communauté. Visitez btml.us/thinkingmuslim pour en savoir plus et faire un don. Oui, je veux dire, c'est fascinant. Et je veux parler de la structure duopolistique. S'il vous plaît. Voyons cela et approfondissons le sujet, parce que, bien sûr, le système britannique est quelque peu différent. Nous avons une démocratie parlementaire. Et il y a beaucoup plus de façons, disons, de tirer parti de notre pouvoir dans le système britannique. Il y en a, semble-t-il, dans le système américain. J'ai parlé récemment à quelqu'un qui disait qu'il aimerait voter pour un troisième parti ou un indépendant. La réalité, c'est que dans la plupart des circonscriptions électorales, c'est vraiment un choix entre les rouges et les bleus, non? C'est un choix entre les démocrates et les républicains. Et étant donné ce choix, il faut faire un effort pour essayer de changer le parti politique qui est le plus accessible. Et pour lui, c'était les démocrates. Donc, sa stratégie était de mener des combats lors des primaires démocrates à travers le pays et d'essayer, par ce biais, d'obtenir des candidats qui seraient bien plus conscients de nos problèmes ou des intérêts de la communauté musulmane, dans ce cas précis. Qu'est-ce que tu en penses? Comment cela a-t-il fonctionné pour les musulmans jusqu'à présent? Qu'est-ce que ça a donné d'essayer d'utiliser les démocrates pour servir les intérêts des musulmans? Tout ce lobbying a-t-il eu un impact? Est-ce que ça a empêché un génocide? Est-ce que ça a empêché Joe Biden et Kamala Harris de massacrer des centaines de milliers de Palestiniens? C'est une sorte de folie.
Et Einstein a défini la folie comme le fait de répéter les mêmes actions en espérant un résultat différent. Les groupes minoritaires de toutes sortes s'acharnent sur l'arbre démocrate depuis que Malcolm a essayé de les avertir en 64, et ils ont obtenu le même résultat, c'est-à-dire rien. Il n'y a plus d'action positive. Il n'y a plus de DEI non plus pour, tu sais, les femmes qui voulaient protéger leurs droits reproductifs. Les démocrates n'ont protégé aucun de ces droits. Et la raison, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt à réellement servir les communautés minoritaires ou opprimées, et encore moins les musulmans. Ils ont massacré les Palestiniens comme des agneaux. Et ensuite, ils musellent les Palestiniens comme des animaux, sans même laisser un Palestinien prendre la parole sur la scène de la DNC. Pour moi, Malcolm, en 64, avait compris ce que sont les démocrates, et beaucoup de musulmans, certains musulmans, n'ont toujours pas compris. Encore une fois, en 64, Malcolm a dit à propos des démocrates à la communauté noire, il a dit « Vous les mettez en premier et ils vous mettent en dernier, et ça fait de vous un pigeon. » Ça fait de vous un pigeon politique, c'était les mots exacts de Malcolm. Eh bien, j'en ai marre d'être pris pour un pigeon. Et la bonne nouvelle pour la communauté musulmane américaine en particulier, c'est qu'en 2024, la communauté musulmane américaine a vu clair dans cette supercherie. Le sondage de sortie des urnes mené par le CAIR, le Conseil des relations américano-islamiques, à l'échelle nationale, a indiqué que 53% des musulmans américains ont voté pour le Parti vert, ont voté pour le ticket Steinwehr en 2024. Ouais. Seulement 20% pour l'équipe bleu génocide, seulement 20% pour l'équipe rouge fascisme. Et le reste s'est réparti entre d'autres partis. Donc, la réalité, c'est que les musulmans se sont déjà retirés de cette plantation duopolistique. C'est juste que, généralement, les leaders musulmans qui ont des intérêts déjà investis chez les démocrates seront ceux qui argumenteront pour vous ramener sur cette plantation et vous faire travailler à l'intérieur du système. Mais c'est parce que, tout comme les hypocrites de Mehdi, ils ont des intérêts déjà investis chez les sionistes, et il leur est difficile d'accepter qu'un nouveau mouvement émancipateur et libérateur ait émergé, et que le jour d'aujourd'hui n'est pas le même qu'hier. Personne ne veut que les musulmans sachent qu'ils nous ont déjà élus. Si tout le monde en Amérique votait comme les musulmans, je serais assis à la Maison-Blanche en ce moment. Donc ils ne veulent pas que vous le sachiez, et la raison, c'est que c'était la première fois qu'un groupe démographique, ethnique ou religieux important votait en dehors du système bipartite depuis 150 ans. La dernière fois qu'il y a eu un grand changement de parti de cette manière, c'était lorsque les Afro-Américains sont passés de républicains lincolniens à démocrates sous FDR dans les années 1930, mais ils sont restés dans le système binaire. Les musulmans, eux, s'en sont déjà attirés. Et maintenant, vous avez tous ces soi-disant leaders musulmans qui essayent de ramener les gens comme des moutons sur l'une de ces plantations ou qui utilisent des questions culturelles conservatrices pour essayer de ramener les gens, vous savez, dans l'équipe du fascisme, l'équipe Trump. Je suis désolé, Malcolm n'aurait jamais accepté ça. Et franchement, moi non plus, pour être tout à fait honnête. Mais j'imagine que, tu sais, la communauté musulmane en Amérique, enfin, vous êtes une petite minorité dans ce pays. Et pour que les partis tiers puissent véritablement et pleinement prospérer, il est absolument essentiel qu'il y ait un soutien significatif provenant de Plusieurs circonscriptions. plusieurs groupes, je dis accent. Ça, Comment, tu sais, malgré ce que tu as dit sur les musulmans et leur soutien au Parti vert, le Parti vert n'a pas vraiment augmenté sa part de voix lors de la dernière élection? oui, en partie, je veux dire. Une partie de cela est due au fait que les démocrates ont intenté un procès pour empêcher le Parti vert d'apparaître sur les bulletins de vote dans l'État le plus grand et le plus peuplé. Donc ils ont réussi à New York, ils ont réussi dans l'Illinois, et ça a énormément fait baisser le nombre réel. Parce qu'ils ont une peur bleue de, tu sais quoi, ce qu'un véritable vote pour un troisième parti indépendant pourrait. Tiens, S'il te plaît, oui. et à New York, Oui, tu n'aurais pas de candidat du Parti vert sur ton bulletin. nous ne l'avons pas fait. Nous n'étions pas sur les bulletins de vote. Ils nous ont poursuivis en justice pour nous exclure des élections à New York, pour nous retirer des bulletins de vote dans l'Illinois et d'autres États. C'était Parti démocrate. Ce sont les démocrates qui ont fait ça. Wow. Oui. Ils sont donc en guerre contre la démocratie véritable depuis longtemps. Mais je reconnais que malgré cela, le Parti vert n'a pas traditionnellement faire le travail de construire une infrastructure sur le terrain, dans la communauté, pour être plus efficace et plus compétitif lors des élections nationales. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai décidé de me présenter au poste de gouverneur dans l'État de Californie, afin de bâtir cette infrastructure dans l'État le plus grand et le plus peuplé, parce que cela permet de faire deux choses en même temps. Premièrement, cela s'attaque au cœur du duopole en étant compétitif lors d'une élection au poste de gouverneur.
Et pour donner un peu de contexte, un candidat du Parti vert a obtenu 47% des voix face à Gavin Newsom en 2003. Les Verts ont failli mettre fin à la carrière de Gavin Newsom avant même qu'elle ne commence. Donc, les Verts ont eu beaucoup de succès lors d'élections locales et d'élections au niveau de l'État. Mais même les résultats électoraux nationaux, que certains considèrent comme décevants, il faut comprendre une chose. Une partie de la raison pour laquelle le Parti vert s'est historiquement présenté à ces élections, c'est parce que cela aide à garantir l'accès au bulletin de vote, alors que les démocrates essayent toujours de faire disparaître cet accès. Donc, si vous essayez de créer un nouveau parti politique et d'obtenir les pétitions et signatures, etc., qui seraient nécessaires, pour obtenir l'accès au bulletin de vote à l'échelle nationale que le Parti vert possède déjà, cela pourrait vous coûter 100 millions de dollars. Cela pourrait vous coûter 150 millions de dollars. Il y a tellement de pétitions et de petites règles. Ils ont truqué le système. Et c'est pour ça qu'aucun autre troisième parti n'a réellement une portée électorale nationale. Donc, comprenez que lorsqu'ils ont amené, par exemple, un révolutionnaire musulman noir New Age à un poste de direction au sein du Parti vert, ils mettaient essentiellement nos communautés en position de diriger et de prendre les rênes. Le troisième plus grand parti politique des États-Unis. Et le seul qui n'est pas financé par les puissances corporatives, qui n'est pas contrôlé par l'AIPAC, et qui a aussi un accès au bulletin de vote dans tout le pays. Donc, ma stratégie, c'est simplement de continuer à construire ce pouvoir et à le démontrer, surtout lors de ce prochain cycle électoral, parce que les gens n'y croiront pas tant qu'ils ne l'auront pas vu, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut faire le travail d'organisation à la base. J'ai mis en place ces équipes pour que nous puissions frapper à chaque porte dans tout l'État, de San Diego jusqu'au comté de Humboldt, parce qu'il y a du vrai dans la critique. Le Parti vert n'a pas fait assez entre les cycles électoraux pour vraiment construire le pouvoir. Eh bien, j'essaie d'utiliser l'approche et le savoir-faire en organisation de Malcolm dans nos communautés de façon plus large, pour qu'on puisse obtenir plus de votes latinos, plus de votes afro-américains, et arriver à une position où nous serons compétitifs dès ce cycle électoral. D'accord. Donc, tu te présentes comme gouverneur de Californie. C'est ça. En tant que candidat au poste de gouverneur de Californie. Et bien sûr, Gavin Newsom. Son mandat est terminé. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce que tu penses que, en fait, l'idée principale, c'est vraiment d'utiliser cela comme une plateforme essentielle, une sorte de base solide pour construire, pour organiser? Tu crois qu'en un seul cycle électoral, tu pourrais gagner le poste de gouverneur? Oui, en Californie, c'est possible. Ouais, en fait, la raison, c'est que ces deux partis ont truqué les choses, comme ils le font toujours, pour essayer de garantir l'égalité. C'est bleu contre rouge à chaque élection. Donc, ils ont ce qu'on appelle une primaire jung. Seuls les deux meilleurs candidats passent au tour suivant, quel que soit leur parti. Et c'est censé donner un bleu contre un rouge, sauf qu'en Californie, comme l'État penche plus à gauche et plus progressiste, il y a en fait autant d'indépendants inscrits que de républicains inscrits. Yeah. Les candidats républicains ne s'en sortent pas bien dans cet État, donc ils sont en réalité très vulnérables à une attaque politique indépendante. Pour donner un peu de contexte, le candidat arrivé en deuxième position lors de l'élection du gouverneur en 2022 a obtenu 17% des voix. Nous avons fait des calculs, envisagé différents scénarios, surtout dans un champ divisé en ce moment, où les démocrates ont 7 candidats qui se présentent tous en même temps. Nous pourrions finir à la première ou à la deuxième place en Californie, avec entre 13 et 15% des voix. Nous sommes presque assurés d'être dans les 2 premiers si nous obtenons 20% des voix. Pour vous donner un peu de contexte, il cache la primaire en juin, voyez, 6-2-2-6, donc le 2 juin 2026. C'est arrangé. À cause de cela, la participation des électeurs est traditionnellement faible. 5,5 millions de personnes, dans un État de 40 millions d'habitants, ont voté en 2022. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 1 million de musulmans dans l'État de Californie, non? Il n'a fallu qu'1,5 million de voix pour arriver en deuxième position en 2022. Si nous mobilisons la communauté musulmane et que nous obtenons simplement des chiffres corrects, 5%, 7%, 10%, 10%. Parmi les groupes démographiques ciblés, si nous réussissons bien dans la tranche des 18 à 24 ans, qui est là où l'antisionisme est le plus concentré sur tout le spectre idéologique, alors nous pouvons facilement accéder à la deuxième place. Et ce que cela signifierait, c'est que ce serait moi contre n'importe quel pauvre démocrate qui resterait debout de leur côté du processus. Et cela marquerait essentiellement la fin du duopole, parce qu'ils ne pourraient plus nous cacher. Les médias seront obligés de couvrir chacun de mes discours, que je prononce.
Et je pourrais en reparler plus tard, mais les premiers résultats, lorsque nous avons eu des débats ouverts pour le poste de gouverneur, montrent que j'ai systématiquement remporté le vote du meilleur candidat lors de ces débats. L'autre aspect, c'est qu'ils ne pourront plus utiliser l'argument « vous allez laisser l'État aux républicains ». Ils ne pourront plus utiliser l'argument du moindre mal. Alors, quel sera leur argument quand il ne restera que le vert contre le bleu? Enfin, tous ces électeurs républicains ou indépendants, quand ils m'entendront dénoncer la corruption et l'hypocrisie de l'équipe bleue, beaucoup de gens ne savent pas ça. Lors du cycle électoral de 2024, dans les 2 derniers sondages, nous avions plus d'électeurs passant du rouge au vert que d'électeurs passant du bleu au vert. Ouais, c'est donc la tempête parfaite. Tout ce qu'il nous faut, c'est entre 15 et 20% des voix le 2 juin, et le contrôle démocrate sur l'État de Californie est vraiment en jeu. D'accord, je voudrais revenir sur... Ok. Vous dites donc, chers républicains, qu'un bon nombre d'entre eux ont rejoint le Parti vert? Où est le point commun? Pourquoi les électeurs républicains voteraient-ils pour les LR? Parce que le Parti vert n'est en réalité pas impliqué dans la guerre culturelle entre bleu et rouge. J'ai donc avancé cet argument à plusieurs reprises durant la campagne présidentielle, et c'était un argument relativement simple. Je vais raconter la version un peu plus longue de cette histoire sur Thinking Muslim, parce qu'il y a un aspect particulièrement intéressant pour les musulmans. Le premier endroit où j'ai exposé cet argument, que j'ai ensuite utilisé lors de prises de parole en public, c'était dans un avion, au départ de Santa Barbara. Nous avons un petit aéroport ici. Et l'un des rares endroits où il dessert, c'est Phoenix, en Arizona. Donc je suis en route pour l'Arizona pour une crève Kongs. Et je suis assis à côté d'un couple blanc, dans la soixantaine, qui m'informe qu'il prévoit de voter pour RFK. Et je leur dis, eh bien, RFK, c'est en fait déjà rallié à Trump maintenant. Et eux, ils disent, bon, on votera pour Trump à nouveau, j'imagine. Et j'ai répondu, eh bien, il se trouve que je suis la candidate à la vice-présidence du Parti vert, ce qui, vous savez, les a beaucoup amusés. Ils ont demandé, eh bien, c'est quoi partenaire? J'ai dit, eh bien, je vais vous dire, laissez-moi vous présenter mon argumentaire et ensuite vous me direz ce que vous en pensez. Je dis, vas-y. Voici donc l'argument que j'ai avancé. Et cela va droit au cœur de votre question. J'ai dit, vous n'en avez pas marre que les démocrates vous traitent de racistes? Ça a complètement scotché Jennifer Sweet quand elle a entendu ça. Elle a dit, oui, je suis pas raciste. Je n'ai aucune animosité raciale envers qui que ce soit, vous savez, à cause de la couleur de sa peau. J'ai dit, je sais, vous savez, parce que c'est ce que la plupart des gens veulent dire quand ils disent raciste. Ils ne pensent pas aux structures systémiques. Ils parlent juste de haine car ce n'est. Et j'ai dit, je ne pense pas que l'électeur moyen de Trump soit plus raciste que le libéral moyen. Je pense que c'est un conte de fait. Que les démocrates et les libéraux se racontent pour pouvoir dormir tranquille la nuit. Parce que j'ai travaillé dans suffisamment de milieux universitaires pour savoir que les libéraux blancs peuvent être parmi les personnes les plus racistes que vous rencontrerez jamais. On peut sentir l'influence de Malcolm dans ma façon de penser, n'est-ce pas, en le formulant ainsi. Et j'ai dit, voilà ce que je pense, Jennifer. J'ai dit, je pense que l'électeur républicain moyen ne voit pas de différence entre les criminels bleus et les criminels rouges, et toute chose égale par ailleurs, préférait payer mon impôt. Et elle a ri. Elle a dit, oui, ça peut que ça. J'ai dit, eh bien, et si je te disais, on pourrait baisser tes impôts sur le revenu et ceux de ta petite entreprise en une seule étape simple. Elle a dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, je vais arrêter de venir piocher dans ta poche, de prendre une grosse part de ton salaire pour la donner à Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, les fabricants d'armes. Après l'avoir d'abord blanchi à travers des génocides à l'étranger. Elle a dit, oui, j'ai vu certaines de ces photos d'enfants. C'est terrifiant. C'est là que son mari, Steve, a vraiment commencé à s'intéresser, parce que je parlais de baisser les impôts. Et puis, on a cette conversation qui ne porte pas sur une guerre culturelle, mais sur la façon d'adopter des politiques qui servent les Américains ordinaires, issus de la classe ouvrière. C'est pas une question de diviser les gens sur de faux sujets de guerre culturelle. 45 minutes de valet. Le vol s'est terminé avec Steve qui, alors je descendais de l'avion, m'a dit « Donc, pour commencer, ils ont organisé un rassemblement du Parti vert dans leur ville de Flagstaff, en Arizona, sur la base de cette conversation de 45 minutes. » Et alors que je descends de l'avion, Steve me dit « Attends, il faut qu'on prenne un selfie avec toi. » Tu vas être le premier président musulman des États-Unis d'Amérique. J'ai encore la photo sur mon téléphone. Donc j'utilise exactement ce discours dans mes Reels Instagram. Et franchement, ça résonne. Parce que les démocrates aiment faire semblant que les racistes sont les méchants. Les gars sont là-bas, je peux pas me faire d'illusions à ce sujet. Et à cause de ça, ils pensent qu'il y a une sorte de faute morale quand tu votes contre l'équipe bleue. Je ne crois pas à ça, parce que je ne crois pas plus en l'équipe bleue qu'en l'équipe rouge. C'est fascinant. Je veux dire, de l'extérieur, j'ai attentivement observé le tournant significatif au sein du mouvement politique MAGA, tu vois, c'est vraiment intéressant. Oui. Et comment? Contre Israël.
Consissain. Ouais. Vous savez, Tucker Carlson, Candace Owen, vous avez ça. Et c'est fascinant à voir. Parce que, bien sûr, vous savez, il y a peut-être même 3 ans, nous n'aurions jamais imaginé Inconcevable. qu'il y aurait un revers pour le sionisme sur la droite politique. Oui, alors c'est vraiment le cas, en un sens. C'est ça, argumenter, qu'est-ce que vous argumentez? Je suis parmi les personnes les plus sensées. La plupart des personnes de bonne volonté peuvent le constater. La politique étrangère américaine est chaos. Et ont été achetés par des puissances étrangères et contrôlés par des armes. Et ils n'en veulent pas. Et parmi tous les candidats au poste de gouverneur, celui-ci a réellement une chance d'être compétitif lors de l'élection. En gros, il y a, vous savez, 6 maintenant, l'un des candidats démocrates s'est retiré, donc il reste 6 candidats démocrates, 2 candidats républicains et moi-même, n'est-ce pas? Les 8 candidats de l'establishment, qu'ils soient bleus ou rouges, sont tous sionistes. Ben si, les gars. Ils ont tous déclaré leur soutien à Israël. Israël a le droit de se défendre. Et même du côté supposément de droite, surtout chez les plus jeunes, l'opposition au fait que vos élus soient à la solde d'un gouvernement étranger, la résistance à cela est énorme. On va mobiliser beaucoup des électeurs blancs de la classe ouvrière, pas seulement les électeurs Bernie-Trump, des gens qui ont voté pour Bernie lors de la primaire de 2016, mais qui ont ensuite voté pour Trump à la présidentielle. Mais on va aussi toucher beaucoup d'électeurs pro-Trump, des gens qui ont voté 2 fois pour Trump. Et tu sais, ils n'ont même pas besoin d'être ceux qui considèrent les dérives fascistes comme un problème. Ils peuvent littéralement être juste des gens qui pensent que ce gouvernement et la façon dont il fonctionne coûtent trop cher, est trop corrompu et trop gaspilleur. Et la dernière chose que je dirais à ce sujet, c'est que si vous allez tout en bas de notre site web, butchwareforgov.com, il est écrit « Solidarité au-delà de l'identité et de l'idéologie ». Parce que la vérité, c'est que je m'attends pas à ce que tous ceux qui votent pour moi partagent mon idéologie politique, pas plus que je m'attends à ce qu'ils partagent ma foi personnelle. Tu vois? Mais le type de solidarité dont nous aurons besoin pour éjecter ces sionistes corrompus et ces pantins à la solde des grandes entreprises du pouvoir, c'est un certain type de solidarité que les démocrates et les républicains et leur guerre culturelle rendent impossible. Donc je vais faire appel à vous. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre des extrémistes conservateurs ou des extrémistes libéraux. Vous pouvez simplement choisir un parti qui s'engage pour des politiques de bon sens, bénéfiques pour tous les travailleurs californiens. Vous avez mentionné Bernie Sanders. Que faire-t-il? Quel est votre avis là-dessus? Je pense que Bernie Sanders, en 2016, a vraiment fourni le modèle précis de ce genre de politique populiste qui anime ma façon de mener cette campagne. Et il a démontré que cela pouvait être très efficace. Je pense que le problème avec Bernie est double. Premièrement, Bernie est toujours un sioniste. C'est un sioniste libéral, mais il reste un sioniste. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle le penseur de gauche, Michael Parenti, dans les années 90, a condamné Bernie, parce que même à l'époque, Bernie validait les guerres impérialistes de Bill Clinton. Donc Bernie a toujours été problématique en matière de politique étrangère, mais il avait une bonne approche pour essayer d'unifier la classe ouvrière ici. Le plus gros problème avec Bernie, franchement, c'est que Bernie s'est présenté comme démocrate. C'est ça, Ben? C'est indépendant. Il siège avec les démocrates et il a laissé l'aile corporatiste du Parti démocrate le mettre sur la touche. Certains de nos plus anciens membres du Parti vert et bénévoles clés de la campagne sont des personnes qui ont organisé pour Bernie en 2016 et qui étaient dans la salle avec lui. Je crois que c'était à Philadelphie quand il a dit « Nous donnons tous nos délégués à Hillary ». Les gens ont hurlé dans cette scale. C'était là genre « C'est justement contre ça qu'on s'est battu tout ce temps ». Et Bernie a dit « C'est comme ça que le jeu se joue ». Et donc il s'est plié à l'aile détenue par les grandes entreprises. Et ça revient à cette logique que votre collègue anonyme a suggérée. C'est juste pourquoi ne pas travailler avec les démocrates déjà en place? Si Bernie n'a pas réussi à briser les démocrates, tu penses que Mamdani va y arriver? Si Bernie n'a pas réussi à briser les démocrates, tu crois qu'avec l'argent des milliardaires et des grandes entreprises, alors qu'ils sont encore plus agressivement bellicistes dans le Moyen-Orient et les républicains dans ça, ils massacrent notre peuple depuis des générations. Comment les musulmans peuvent-ils continuer à cautionner le massacre impérialiste des musulmans? Franchement, ça me dépasse. Nous devons avoir le courage et l'audace de lutter pour quelque chose d'indépendant, comme l'a dit Malcolm, ni en tant que démocrate, ni en tant que républicain, mais indépendamment de cette structure. Mamdani? Vos impressions sur Mamdani? Mon opinion sur Mamdani n'a pas fondamentalement changé. J'ai dit avant l'élection que je soutenais Mamdani. Et je le soutenais à ce moment-là,
parce qu'il a toutes les références anticapitalistes et anti-impérialistes. Je connais son père, Mahmoud Mamdani, et il a été un mentor académique pour moi à différents moments de ma carrière, au début. Pas un mentor proche, mais un mentor précieux. Vous savez, j'ai fait des événements avec lui à Colombia. Il a fait des événements avec moi à Michigan. Vous savez, et je sais que lui, vous voyez, c'est aussi un Africain qui a grandi en Ouganda. Donc Mahmoud fait partie de ces analystes qui comprennent la pensée et la résistance anticoloniale. Donc je sais que Zoran a été formé, c'est clair. En même temps, des gens de la communauté musulmane à New York, des connaissances communes, ont juré et garanti l'intégrité personnelle de Mamdani, son caractère, sa sincérité. Donc j'ai dit que je le soutenais et c'était vrai et ça l'est toujours. Mais vous avez déjà vu comment il a commencé à, vous savez, faire des déclarations plus conciliantes à propos d'Israël. Vous savez, Israël a le droit de twister. Il ne veut pas parler de mondialiser l'intifada. Et quand il explique pourquoi, il débite tout un tas de clichés islamophobes sur les attentats dans les bus et Haïfa. Et comment il ne veut pas que ça arrive à New York et tout ce genre de choses. C'est de la folie. C'est de la folie. Et ça, je l'ai appelé l'ossification de Mamdani, l'AOC, vous voyez. Elle commence comme une radicale sur tous ces sujets, mais finit par devenir AOC Pelosi. Elle devient la nouvelle Nancy Pelosi, non? Et sous l'influence, je le crains, de centristes populistes. En gros, comme Ocasio-Cortez et Sanders. Ma conclusion au lendemain de l'élection a été la suivante. J'ai dit, écoutez, je soutiens Zoran parce que je sais que les New-Yorkais ont besoin de quelque chose de différent du statu quo. J'ai dit, mais mon analyse en tant qu'historien me porte à croire qu'il n'y a que 3 issues possibles. Il brise la fight le brise ou il cut la fight. Et selon vous, quel est le résultat le plus probable? Celui d'Immigré. Super. Et je pense que c'est celui dont nous voyons le plus de signes. Il commence déjà à céder du thème. Puis il a déclaré avoir présenté ses excuses à la police de New York pour les avoir qualifiés de racistes après les émeutes liées à la mort de Floyd, ce qui, en tant qu'homme noir, était particulièrement difficile à accepter. Genre, t'es qui, gamin de banlieue riche et bourgeois? Pour maintenant présenter des excuses à la police de New York. Alors qu'ils n'ont cessé d'arrêter, de fouiller et d'emprisonner les miens, alors qu'ils mènent et poursuivent une guerre contre les Noirs qui dure depuis des siècles. Et c'était en fait mon analyse. Mon analyse sur la raison pour laquelle je craignais que Mamdani ne cède n'avait rien à voir avec sa politique. Cela avait à voir avec sa position de classe. Je ne pense pas que la personne moyenne élevée dans cet environnement comprenne à quel point il faut se battre. Ces gens-là, si vous voulez survivre. En revanche, compte tenu de mon éducation et de mon lieu de vie, je comprends ça. Combattre la suprématie blanche, l'impérialisme et le capitalisme, c'est se battre pour sa survie. Vous êtes engagé dans un combat pour votre survie et la situation peut basculer en un instant lors d'une interaction. Avec la police de New York ou l'armée israélienne, Parler de l'Amérique de Trump. Car dans cette conversation plane le spectre du fascisme. L'idée que l'Amérique de Trump prend une tournure très autoritaire avec des décrets exécutifs. Il a chassé beaucoup de ses anciens alliés qui sont maintenant devenus des ennemis, comme John Bolton. Il utilise une forme de guerre juridique chachiteuse. contre, against ou en opposition à. Ce qui ressemble à une milice paramilitaire a en quelque sorte envahi de nombreuses villes. Vous avez la garde nationale, Déployé d'un côté, et puis vous avez l'ICE. J'étais à Chicago et j'ai vu ces troupes de l'ICE, ou du moins ils ressemblaient à des soldats SS. Et donc, et tu sais, certaines des vidéos qui sortent de l'ICE, les arrestations en particulier dans la communauté latino sont horribles, tu vois. Donc, on voit le spectre du fascisme ici, aux États-Unis, maintenant. Historiquement, du moins, chaque fois que j'ai parlé à des musulmans, ils m'ont toujours dit que, tu sais, on a les États-Unis. Constitution. Des États-Unis. La Constitution garantira en fin de compte les libertés civiles fondamentales de chacun d'entre nous. quelle perspective merveilleusement naïve. Eh bien, je veux dire, Dobelek, Dubois, vous savez, ce grand intellectuel noir, a probablement dit, peut-être en 1947, que le fascisme n'est rien comparé à la bonne vieille suprématie blanche américaine. Quand il observe ce qui se passe en Europe, et Langston Hughes, le grand poète afro-américain, dit exactement la même chose à la même époque. En tant que personne noire, on ne peut pas se faire d'illusions sur une descente vers le fascisme. Je veux dire, il y avait des présidents démocrates au pouvoir. Bill Clinton était président quand j'ai été arrêté 17 fois pour avoir conduit en étant noir, sans jamais recevoir de contravention. Et lors de l'une de ces interactions, le policier a sorti son arme de service et l'a pointée directement sur mon visage.
quand j'ai mis la main dans ma veste pour sortir la pièce d'identité qu'il m'avait demandé de présenter. Je n'ai jamais enfreint la loi. Je me faisais juste traquer, de la même manière que les autorités de l'immigration traquent, vous savez, les personnes racisées. Ils traquent les Noirs depuis longtemps. Donc, la vérité, c'est que l'Amérique revient à sa barbarie originelle, la plus pure, voyez. Mettre en scène une théâtralisation du pouvoir suprémaciste blanc visible par opposition à un pouvoir suprémaciste blanc dissimulé et caché. Cette différence, encore une fois, entre le renard qui dissimule et le loup qui montre simplement les crocs. Donc, la vérité, c'est que Trump, même avec l'escalade des actions de ICE, Trump court toujours après les records d'expulsion de l'ère Obama. Maintenant, je suis bien sûr préoccupé par l'augmentation massive du financement d'ICE, n'est-ce pas? C'est clairement une escalade de l'autoritarisme, mais ce n'est en réel une nouvelle forme de fascisme. Ce sont les démocrates qui envoyaient des forces anti-émeutes sur mon campus à UCSB, 200 policiers en tenue anti-émeute dans un état bleu, pour évacuer 30 jeunes non-armés d'un campement. Ce sont les gouverneurs et maires des États bleus qui ont soutenu la création de ces cop cities construites partout dans le pays, dont la seule fonction est la répression d'État. Donc, je ne peux pas concevoir le fascisme comme étant uniquement un problème de l'équipe rouge. Maintenant, il faut effectivement s'opposer aux escalades autoritaires de Trump. Et j'ai déclaré publiquement à de nombreuses reprises qu'en tant que gouverneur de l'État de la Californie, je n'obéirai à aucun ordre fédéral inconstitutionnel. Donc, par conséquent, l'ICE devra passer par tous les avocats et agents des forces de l'ordre de l'État avant de toucher un seul cheveu d'un résident californien, si cela ne tenait qu'à moi. Mais que se passe-t-il actuellement sur Little? Le fait est que pendant qu'ils font semblant de s'opposer à Trump et organisent des rassemblements No Kings, Gavin Newsom et les autorités municipales démocrates ont en réalité soutenu le LAPD, le LASD et les forces de police de l'État. Ils ont aidé l'ICE. Ils ont fourni des informations logistiques à l'ICE. AB15 était un projet de loi que Gavin Newsom avait juré de mettre son veto. Il interdisait la coordination entre le département des services correctionnels de Californie et l'ICE. Donc ils parlent comme s'ils allaient résister, mais en réalité ils vont pas résister. Et cela fait aussi partie de la compréhension. Le problème dans lequel nous sommes, c'est que Trump peut continuer à repousser les limites de plus en plus loin. Parce que les démocrates ne vont jamais montrer de véritable position concrète. Parce que ce qu'il faudrait faire pour cela aliénerait les donateurs des grandes entreprises. N'est-ce pas? Et les mêmes puissances capitalistes qui soutiennent. Les républicains. Donc une véritable opposition ne peut pas venir d'eux. Du coup, on se retrouve sans réelle opposition. Je veux dire, ce n'est pas effrayant d'une certaine manière. Je veux dire, Donald Trump, je comprends ce que tu veux dire. Ben, vas-y. Les deux camps ont leur part d'autoritarisme et les deux ont leur côté fascisant, tu sais. Le pédigré. Le pédigré. Donc, tu vois, je comprends ce que les manifestations pour Gaza l'ont montré très clairement. Que, tu sais, les démocrates peuvent être aussi durs que les républicains quand il s'agit de protéger le sionisme. Mais cela dit, n'est-ce pas effrayant d'une certaine manière? N'est-ce pas inquiétant de voir, tu sais, à quel point les partisans de l'État se rangent maintenant? Du côté de Trump et de son administration, il a une majorité de 6 contre 3 à la Cour suprême. Il a des majorités dans les deux chambres. D'accord, ce n'est pas une majorité absolue. C'est non, mais c'est calme. L'abus des décrets présidentiels, il me semble que... je suivais de très près la politique américaine et on entendait parler de beaucoup de lois qui passaient par le législatif. Cela semble avoir disparu aujourd'hui. Je veux dire, tu sais, la plupart de ce qui se passe dans cette administration vient de la Maison-Blanche plutôt que du Congrès. Donc, j'imagine que l'argument, c'est que... Et puis, il y a le projet 2025, c'est bien ça, de la Heritage Foundation. Donc, tout cela s'assemble pour élaborer une théorie selon laquelle il y aurait quelque chose d'exceptionnel dans cette administration Trump. Et les minorités, en particulier, doivent faire très attention à la trajectoire, je suppose, de Trump et les gens qui l'entourent. Je dirais jamais que Trump n'est pas un danger clair et présent. Et il est très évident qu'il consolide clairement le pouvoir de toutes sortes de nombreuses manières autocratiques et diverses. Ouais. Mais ça ne fait que souligner mon point précédent. Comment en est-on arrivé à cette situation où nous faisons face à des escalades autocratiques du pouvoir sans contrôle? Eh bien, revenons à 2016. La stratégie du joueur de flûte d'Hillary Clinton, où elle a choisi elle-même Donald Trump comme le candidat contre lequel elle voulait se présenter.
Et ils ont promu Trump, pensant qu'un candidat plus extrémiste leur donnerait de meilleures chances. Et maintenant, comment ça se présente, hein? Des dizaines de millions de dollars que les démocrates ont injectés dans des candidats d'extrême droite, extrémistes, qui se présentaient comme républicains au Congrès, pensant que cela leur offrirait une concurrence plus facile. La vérité, c'est qu'ils ont créé ce monstre. Ils ne peuvent pas nous en protéger. Donc, ce n'est pas que je dis qu'ils sont identiques. Je dis qu'ils sont tous les deux aussi mauvais, et fondamentalement mauvais. Je dis pas que leur mode d'action ou leur mise en scène du pouvoir est la même. Je dis que l'un agit à visage découvert, l'autre se cache. Mais au final, la seule chose qui pourra enlever le genou du cou de nos frères et sœurs en Palestine, ou ici, c'est le démantèlement du système qui les maintient tous les deux, n'est-ce pas? Au final, la relation entre l'équipe bleue et l'équipe rouge, c'est que l'un vole et l'autre tient le sac. Ce sont des complices. Si tu faisais un diagramme de Venn, tu sais, ces cercles qui représentent la base de donateurs des républicains et des démocrates, tu verrais en fait un seul cercle. L'AIPAC serait au centre et les fabricants d'armes graviteraient autour de l'AIPAC. Et c'est la raison pour laquelle Blackstone et BlackRock, ces énormes fonds de capital investissement, ont déclaré avant l'élection présidentielle de 2024 que, de leur point de vue, peu importait que les démocrates ou les républicains gagnent. Tout cela n'est qu'une question de mise en scène du pouvoir, mais rien ne bouge dans les données fondamentales du massacre impérialiste et de l'exploitation à l'étranger, tu sais, un capitalisme de plus en plus intensifié, une exploitation capitaliste toujours plus forte, n'est-ce pas? L'écart de richesse dans l'État de Californie s'est creusé davantage sous l'équipe bleue que sous l'équipe rouge. Il y a 9 milliardaires, 9 foyers qui contrôlent 683 milliards de dollars de richesse, rien qu'à la Silicon Valley. La Californie compte 186 milliards d'heures et 187 000 personnes sans abri. Et cela sous des administrations démocrates. Donc tout dépend de la façon dont on comprend à quoi ressemble l'oppression. Si c'est une question de mise en scène de l'oppression, oui, Trump n'a rien à envier à personne. Si on parle des conséquences réelles de l'oppression, l'équipe bleue reste la championne du monde toute catégorie. À quel point es-tu en contact avec des partisans de MAGA? Je veux dire, tu as évoqué le fait qu'il y a une conversation à avoir avec ces gens-là, avec des personnes qui en ont assez des engagements impérialistes de l'Amérique à l'étranger, qui veulent tourner le dos à l'Empire, qui pensent que l'Empire a en réalité été une mauvaise affaire pour les Américains et pour les classes populaires de ce pays. Ouais. De ton point de vue, parce qu'il me semble que MAGA, en tant qu'idée, est encore en train de se façonner, de se former. Cet anti-sionisme qui se développe au sein de cette mouvance MAGA est assez significatif. À quel point tu suggères, à quel point tu penses qu'on devrait dialoguer avec ces gens-là, tu vois? Il a un couple dans l'avion. Droite? Voilà. Voyez-vous, je ne pense pas qu'ils soient MAGA. Je pense qu'ils sont tout simplement des républicains par défaut. Et si je devais analyser cela en détail, je pense qu'il existe un noyau dur de chrétiens blancs engagés, nationalistes, sionistes chrétiens, suprémacistes blancs, colonels et autres, qui est intouchable pour nous. Intouchable. Intouchable. Et vous perdez votre temps si vous essayez de séduire ce groupe. Ils sont des ennemis déclarés, couvre. Ils vous détestent pas à cause de vos politiques ou de ce que vous faites. Ils vous détestent à cause de qui vous êtes. Mais on aurait pu dire ça de Tucker Carlson il y a peut-être 2 ans. Je pense toujours ça de Tucker Carlson, parce que Tucker Carlson est peut-être devenu antisioniste, mais il reste profondément anti-noir dans toute sa politique. Et il ne s'est jamais excusé d'avoir justifié le meurtre de chaque personne noire par la police. Candace Owens ne s'est pas excusé pour avoir dit que George Floyd est mort d'une overdose de fentanyl. Plutôt que des 8 minutes et 46 secondes où Derek Chauvin a étouffé George Floyd devant la caméra sous nos yeux à tous. Ces personnes restent des suprémacistes bas. C'est juste que leur version de la suprématie blanche accepte l'antisionisme. Parce qu'en réalité, au cœur de la suprématie blanche, il y a un véritable antisémitisme. Et il est très facile pour de vrais suprémacistes blancs de se retourner contre les juifs. Et une grande partie de leur revirement repose sur 2 choses. L'isolationnisme conservateur, qui consiste à dire au diable le reste du monde, ce qui compte c'est l'Amérique. Et une autre partie, franchement, c'est que Candace Owens était antisémite avant même de comprendre qu'Israël était le méchant dans les conflits israélo-palestiniens. Donc, je suis astucieux.
Et je sais que beaucoup de gens, vous voyez, considèrent cela comme un geste salutaire. Que Tucker Carlson et Candace Owens prennent désormais la parole contre. Vous savez, ils ne s'opposent même pas à l'occupation. Ils plaidaient surtout pour un cessez-le-feu. Et surtout, ils défendent le contrôle sioniste sur la politique américaine, ce qui s'inscrit parfaitement dans un argumentaire antisémite traditionnel sur une cabale juive qui contrôlerait le monde. Exactement. Cela s'accorde parfaitement avec leurs arguments. Ce qu'ils ne diront jamais, c'est l'autre partie. C'est ce que Caspar Weinberger, le secrétaire à la défense de Reagan, a dit en 1982, à savoir qu'Israël est le porte-avions insubmersible de l'Amérique au Moyen-Orient. Et ils ne comprendront jamais le sionisme comme une expression fondamentale de la suprématie blanche, plutôt que l'inverse. Mais c'est ainsi que Malcolm le comprenait. Malcolm a écrit dans ses carnets de terrain, lorsqu'il est revenu de Khan Younis, que c'est une population juive blanche soutenue par des impérialistes blancs pour chasser les Arabes bruns de leurs terres. Ainsi, Malcolm comprenait le sionisme comme une variante ethnique de la suprématie blanche, de la même manière que le nazisme allemand était une variante ethnique de la suprématie blanche, tout comme l'impérialisme britannique fonctionnait comme une variante ethnique de la suprématie blanche. Dans la version anti-impérialiste de l'antisionisme, nous sommes toujours clairs sur le fait qu'Israël sert des objectifs très précis pour les intérêts impérialistes occidentaux. James Baldwin, en 1979, dans une lettre ouverte aux Born Again, a dit que l'État d'Israël n'avait pas été créé pour le salut des Juifs. L'État d'Israël a été créé pour le salut des intérêts occidentaux. Donc, un véritable anti-impérialisme, un antisionisme, reconnaît que si le génocide continue en Palestine, c'est parce que les États-Unis continuent de le vouloir, c'est parce que les États-Unis continuent de fournir les armes, parce que les États-Unis continuent d'utiliser les FDI comme force de protection pour l'extraction des ressources, n'est-ce pas? Que c'est un outil de l'impérialisme occidental. La version de l'antisionisme sur laquelle se concentrent les suprémacistes blancs irréductibles, c'est le contrôle sioniste sur les États-Unis. Gouvernement, comme si la queue remuait les chiens. Et même s'il est vrai que les sionistes ont énormément de moyens de pression sur les politiciens et qu'ils dépensent des sommes folles pour acheter de l'influence, la réalité, c'est que si le complexe militaro-industriel des États-Unis d'Amérique ne trouvait plus d'intérêt stratégique à être allié avec Israël, on n'entendrait plus le moindre mot des sionistes. Vous avez utilisé le terme suprématie blanche à plusieurs reprises. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion structurelle, qu'est-ce que la suprématie blanche? La suprématie blanche ne concerne pas le racisme en tant que concept idéologique. Il s'agit d'un système politique et d'organisation sociale qui produit des résultats favorables aux personnes blanches et à la peau claire. Et ce n'est pas seulement quelque chose dont les personnes blanches sont complices. Bell Hooks, la théoricienne afro-américaine Bell Hooks disait que la suprématie blanche n'est pas seulement un problème de personnes blanches. La suprématie blanche est ancrée dans nos institutions, et c'est pourquoi elle produit systématiquement certains types de résultats. Donc, quand je parle de suprématie blanche, je ne parle pas seulement de racisme, même si le racisme est une caractéristique de la suprématie blanche. Je parle d'une structure qui est liée à l'impérialisme, qui est liée à des structures de classe qui produisent des groupes racialisés qui vont ensuite travailler pour de bas salaires. Cela relie la raison pour laquelle il y a des génocides en cours au Soudan et au Congo, ainsi qu'en Palestine. Cela relie aussi la raison pour laquelle il y a une incarcération de masse aux États-Unis, qui vise principalement les communautés noires et racisées. Tout cela concerne les résultats, qu'ils soient géopolitiques, économiques ou sociaux. Et c'est ce que je veux dire quand je parle de suprématie blanche. Et merci de m'avoir donné l'occasion de clarifier ça. Parce que pour moi, le problème, ce ne sont pas les personnes blanches. Le problème, c'est la suprématie blanche. Je déteste pas les personnes blanches. Je déteste profondément la suprématie blanche. Ouais, parce que je pense que c'est vraiment important. Donc, tu sais, dans ce sens-là, tu ne t'adresses pas aux électeurs non blancs ici, tu t'adresses à... Non, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à chacun. Et ça, c'est un autre aspect, tu vois, souvent mal compris de l'histoire de la suprématie blanche en tant qu'ensemble de pratiques, tu vois. Les historiens des États-Unis parlent de la rébellion de Bacon comme d'un moment charnière dans l'histoire de la suprématie blanche. Et ça se passe au début, tu sais, dans la colonie de peuplement de Virginie, où à cette époque, les autochtones nord-américains, les Africains réduits en esclavage et les serviteurs sous contrat blanc s'unissent contre la classe dirigeante blanche lors d'un soulèvement.
Et juste après cela, les propriétaires terriens d'origine européenne commencent à essayer de créer des distinctions entre les serviteurs sous contrat européens et les Africains réduits en esclavage. Ils commencent à mettre en œuvre la suprématie blanche comme moyen d'obtenir l'adhésion des Blancs qui ne possédaient pas de biens. Ils avaient besoin de les intégrer dans le système, et une partie de cela consiste alors à adopter cette idéologie de suprématie raciale qui ne sert pas non plus les intérêts réels de la plupart des Blancs issus de la classe ouvrière, ne l'a jamais fait et ne le fera jamais, n'est-ce pas? Parce que cette naine vite. La classe dirigeante, majoritairement blanche, n'a jamais hésité à sacrifier l'Appalachie. Ils n'ont pas hésité à rendre l'Appalachie dépendante aux opioïdes, de la même manière qu'ils ont inondé les communautés noires de crack, à cause d'une guerre menée par la CIA contre les Contras au Nicaragua, que le Congrès refusait de financer. Alors, à la place, la CIA s'est lancée dans la vente de cocaïne pour financer leur guerre. N'est-ce pas? Ils sont tout à fait prêts à sacrifier les Blancs de la classe ouvrière. Et c'est aussi une dynamique fondamentale qui explique pourquoi tant de Blancs issus de la classe ouvrière se sont tournés vers les républicains. Parce que les démocrates, avec Bill Clinton, avec l'ALENA, ont tout simplement décidé de se désengager complètement des communautés de la classe ouvrière blanche et des communautés ouvrières de toutes origines. Et à la place, ils ont adopté ce modèle néolibéral. Ils vont tout privatiser, ils vont délocaliser les emplois, parce que c'est là que les entreprises feront le plus de profit. Et cela laisse une classe ouvrière blanche appauvrie par rapport à ce qu'elle était autrefois. Eh bien, vers qui penses-tu qu'ils vont se tourner pour trouver des réponses, sinon vers un démagogue comme Trump ? Et traiter ces gens-là de racistes, ça fait juste partie de cette petite histoire que les libéraux se racontent pour se rassurer le soir. Parce qu'en réalité, ce sont les démocrates qui ont abandonné la classe ouvrière, quelle que soit la couleur de peau. Et ils ont créé le monstre qu'ils prétendent aujourd'hui combattre. Donc t'es contre l'ALENA, qui est contre ces accords de libre-échange, ces accords de libre-échange néolibéraux. Oui. Désolé de t'interrompre, Nazi. Alors, il y a beaucoup d'idées fausses sur le néolibéralisme. Comme je suis professeur d'histoire, je vais juste expliquer rapidement, d'accord? Oui. Donc, le mot néolibéral donne l'impression qu'on parle juste d'une nouvelle forme de libéralisme. Et ça donne l'impression qu'on est dans une conversation sociale sur les libéraux et les conservateurs. Mais ça n'a rien à voir, Arif, hein? C'est une question de politique et de philosophie économique. Le néolibéralisme, la personne qui l'a popularisé dans le discours politique américain, c'est Reagan. Reagan parlait de l'économie du ruissellement. Il disait qu'une marée montante soulève tous les bateaux. Et c'est ça, le néolibéralisme. C'est essentiellement le fait de transférer tout un tas de responsabilités du secteur public vers le secteur privé, comme la santé et d'autres choses, au secteur privé. Et cela repose sur l'idée que le gouvernement va tout gâcher, que le secteur privé sera plus efficace, donc autant tout transférer au secteur privé. Un tas de choses que le gouvernement faisait auparavant, et on va déréglementer le secteur privé et les laisser faire ce qu'ils veulent. Donc, on va pas faire de plan stratégique pour ce qui est bon pour la classe ouvrière américaine, on va laisser ces entreprises maximiser leurs profits, ce qui veut dire des centres d'appel en Inde, des ateliers de misère en Chine. Exactement. Et c'est ça qui va leur permettre de maximiser leurs profits. Eh bien, ça détruit complètement la classe ouvrière américaine. Et ce néolibéralisme concerne les deux partis. Ce n'est pas seulement le parti libéral. C'est les deux partis. Les républicains et les démocrates sont tous les deux néolibéraux dans leur approche économique. Ouais. Et juste une dernière petite note à ce sujet. C'est un historien. Reagan appelait ça l'économie du ruissellement, ce qui est absurde parce que ça ne ruisselle jamais vraiment. C'est ça, il garde juste l'argent. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Mais au 19e siècle, il trouvait déjà ça ridicule. Une philosophie économique, tu vois, où on privilégie la privatisation et où on laisse les riches s'enrichir, en pensant que ça finirait par ruisseler vers le reste de la population. Ils appelaient ça la théorie du cheval et du moineau, avec l'idée que tu bourres la bouche d'un cheval avec tellement d'avoine qu'il ne peut pas tout digérer. Et les moineaux viennent picorer ce dont ils ont besoin dans les excréments. Et c'est là où on en est. On fouille dans les restes que la classe des milliardaires nous laisse. Je veux dire, Bilal Botch, est-ce que tu ressens ça? Penses-tu que ta forme de radicalisme, disons, pourrait vraiment prendre de l'ampleur dans un État comme la Californie, dans le sens où la Californie a un PIB plus élevé que la plupart des pays du monde? Je crois même que son PIB est supérieur à celui du Royaume-Uni. Pour information, le PIB de l'État de Californie serait de 1,7 million de dollars si chacun des 50 États était une république indépendante. Il représenterait la 3e économie mondiale. Waouh! Après la Chine et l'Allemagne. Vraiment? Ouais.
Et donc, vous savez, cela souligne le défi potentiel qui se présente. Vous savez, vous avez un État très riche, un État qui compte de nombreux milliardaires, et puis il y a quelqu'un comme vous qui parle en fait. Contre le néolibéralisme. Yeah. Vous voulez un autre type de système économique, un autre ordre économique. Y a-t-il assez de liquidités dans la rue? Y en a-t-il assez? Est-ce qu'il y a assez de gens dans cet État pour reconnaître votre type de politique? Mais Avant de répondre à cette partie de la question, je voudrais juste la reformuler. En tant que musulman, le Coran est cette irruption, une percée, I-R-R-U-P-T-I-O-N. Il vient du monde invisible, il explose dans le monde visible et change la trajectoire du monde visible. Et dans ce Coran, il y a une critique écrasante et puissante de la consommation matérialiste, de la cupidité et de l'excès, ainsi que de sévères avertissements à l'encontre de ceux qui commettent l'injustice et l'oppression, et de ceux qui cèdent à leur avidité. Donc, même si je pensais qu'il n'y avait aucun espoir de victoire, ma responsabilité morale serait de me lever et de témoigner. Parce que le musulman est le shahid, celui qui témoigne en faveur des opprimés, contre l'oppresseur, depuis le jour de la création jusqu'au jour de la résurrection. C'est notre mandat auprès de notre Seigneur. Et cela étant dit, je me retrouve littéralement là où j'étais à 15 ans. C'était le Coran, une nuit. L'année précédente, c'était Malcolm. Et qu'est-ce que Malcolm dit? Malcolm dit « Nous ne sommes pas moins nombreux, nous sommes moins organisés ». Et puis Malcolm dit « Ne laisse jamais ton ennemi te dire combien vous êtes. Ne laisse jamais l'homme contre qui tu luttes former tes opinions à ta place. » La vérité, c'est que ce récit selon lequel nous ne pourrions pas résister à ces forces vient directement de la bouche de ces forces elles-mêmes. Les milliardaires sont peu nombreux. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a un soutien massif pour ce genre de politique populiste. En fait, ce ne sont même pas des politiques populistes. Ce ne sont même pas des politiques de gauche du point de vue des électeurs ordinaires. Par exemple, la santé universelle, c'est une question à 4,20 €. Le logement abordable, c'est aussi une question à 80 €. Ce sont des sujets qui sont parfaitement au centre pour le Californien moyen de la classe ouvrière. C'est juste qu'il y a des intérêts financiers en place qui s'y opposent. Mais je dirais qu'en ce moment, avec la prise de contrôle des médias par les grandes entreprises, tu sais, il y avait 50 groupes médiatiques qui contrôlaient 90% des médias en 1983. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5 en 2025. 4 sionistes Kungfeuer. Donc, en gros, sur tous les réseaux sociaux, l'endroit où les gens peuvent vraiment faire entendre leur voix le plus efficacement, c'est lors des élections. Parce que la prise de contrôle par les grandes entreprises a été tellement totale dans les autres domaines. Et puis, la dernière partie de ma réponse à ce sujet, c'est que l'un des grands donateurs de la communauté musulmane, et nous avons reçu un soutien formidable, tu sais, un soutien généreux de la part de la communauté musulmane pour notre campagne. L'un des plus riches donateurs de la communauté musulmane, je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, est-ce que ça, la façon dont je parle, par exemple, une augmentation de 2% de l'impôt pour les milliardaires, parce qu'une augmentation de 2% de l'impôt sur ces 186 milliardaires permettrait que plus personne qui gagne 100 000 $ ou moins en Californie ne paye un centime d'impôt d'État, tu vois? Il y a toutes sortes de façons de faire des choses incroyables, si on s'y met vraiment, que les milliardaires paient littéralement leur juste part, même pas des montants excessifs. Par exemple, Tesla finit par payer un taux d'imposition effectif de 0,75%, alors que le travailleur moyen paie 30% de son salaire. En ce moment, c'est nous qui payons leurs impôts. Donc, quand je lui ai posé la question, il m'a dit « Non, non, ça ne me fait pas du tout peur ». Il a dit « Au contraire ». Il a dit que la classe dirigeante sous-estime toujours à quel point le peuple est proche de la révolution lorsque les inégalités de richesse atteignent l'ampleur qu'elles ont actuellement. Il a dit « Quelqu'un qui parle comme toi de la réalité de la souffrance des gens ordinaires est la seule personne que je considère comme saine d'esprit dans ce genre d'environnement. » Et qu'est-ce que ça veut dire? L'État de Californie, oui, aurait le 3e PIB le plus élevé si tous les États étaient indépendants. Mais l'État de Californie a le taux d'inégalité de richesse le plus élevé de tous les 50 États de l'Union. Et en fait, il est à égalité avec l'État de Louisiane. Ont les taux de pauvreté les plus élevés. Comment est-ce possible? Et on ne peut pas mettre ça sur le dos des républicains. C'est un État qui a eu des super majorités démocrates pendant 40 ans et des gouverneurs démocrates presque tout au long de cette période. De brèves apparitions, tu sais, du gouvernateur Schwarzenegger, tu vois, par-ci par-là, non? C'est l'équipe des Bleus qui a conduit l'économie dans le mur pour les gens ordinaires.
Et c'est pour ça que, par exemple, quand j'ai pris la parole au forum des candidats du SEU Local 1000, il y avait 1000 membres du syndicat dans une salle, et c'était diffusé dans 3 autres salles syndicales à travers l'État. Et je suis là-haut avec Katie Porter et les 6 autres démocrates, 3h30 à répondre à toutes les questions. Et je lui cite Malcolm. J'ai parlé exactement de ce genre de choses, tu sais, logement universel et toutes ces idées radicales que tu m'entends défendre. Ils ont fermé la porte et procédé au vote. Quand ils ont compté les voix pour le meilleur candidat, il n'avait pas photo, c'était moi. Parce que ce n'est pas un message qui aliène la personne moyenne de la classe ouvrière. C'est la seule chose qui semble sensée pour la personne moyenne de la classe ouvrière. Professeur Bouchouet, Jazakallah khair, merci beaucoup et je vous souhaite tout le meilleur pour l'élection à venir, Inch'Allah. Barakallah fik Siri, et je dois dire que c'était vraiment un honneur de pouvoir m'asseoir et partager ce moment et cet espace avec vous. Et de pouvoir exposer mon point de vue à nos frères et sœurs en islam et à tous ceux qui sont proches de l'islam. Les musulmans sont en mesure de réaliser quelque chose d'extraordinaire si nous saisissons cette opportunité. Inch'Allah. 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 Thank you very much. Assalamu alaikum. Vous êtes maintenant arrivé au terme de cette émission et le fait que vous soyez resté jusqu'à la toute fin me prouve que vous croyez vraiment en notre travail. Merci de considérer faire un don ponctuel et ou de devenir membre en visitant thinkinmuslim.com/membership. Vos contributions vous donnent un accès exclusif aux coulisses ainsi que la possibilité de poser des questions à nos invités et de participer à des appels mensuels. Avec moi, Maïm, mon équipe et nos invités comme Fanny Hamdi. Jazakallah khair et gardez-nous dans vos doigts.